Bonjour, je suis Christophe André, psychiatre et psychothérapeute. Aujourd'hui, je vais vous révéler quelque chose que personne n'ose dire à voix haute dans nos sociétés obsédées par le culte de la famille. Vieillir entouré de vos enfants n'est pas toujours la meilleure option. En fait, pour beaucoup d'entre vous, mes chères auditrices, cela pourrait être la pire décision de votre vie. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai un secret clinique tiré de 30 années de consultation qui a transformé radicalement la vie de centaines de femmes. Mais d'abord, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti cette pression sociale qui vous dit que vous devez absolument finir vos jours entourés de vos petits-enfants? Abonnez-vous maintenant parce que ce que je vais vous dire va bouleverser tout ce qu'on vous a raconté sur le bonheur après 60 ans. Écoutez, je vais commencer par une confession. Dans mon cabinet, rue du Cherche-Midi à Paris, j'ai reçu mardi dernier une femme que j'appellerai Sylvie. 62 ans, 3 enfants adultes, 6 petits-enfants, elle pleurait, pas de tristesse douce, non, de rage. Docteur André, m'a-t-elle dit, j'ai sacrifié 40 ans de ma vie pour eux. Maintenant qu'ils sont grands, ils me tolèrent à peine. Je dérange, mes opinions dérangent, mon existence même dérange. Voilà la vérité crue que personne ne vous dit, la famille peut devenir votre prison dorée. Parlons franchement. La culture méditerranéenne, latine, nous a vendu ce conte de fées. La grand-mère souriante qui cuisine pour 20 personnes le dimanche, entourée d'amour et de reconnaissance. Magnifique image, n'est-ce pas? Sauf que dans la réalité clinique, cette même grand-mère consulte souvent pour dépression, anxiété généralisée et sentiment d'inutilité. Pourquoi? Parce qu'elle a confondu amour et disponibilité permanente. Elle s'est transformée en service gratuit de garde d'enfants, en cuisinière à domicile, en banque familiale émotionnelle et parfois financière. Mes chères auditrices, je vais vous donner des données concrètes. Une étude longitudinale menée par l'université de Stanford sur 15 000 femmes de plus de 55 ans a démontré quelque chose de fascinant. Les femmes qui maintiennent une distance émotionnelle saine avec leur famille d'origine et qui cultivent activement des relations choisies, amis, communautés d'intérêt, nouveaux cercles sociaux, présentent des taux de satisfaction vitale supérieurs de 43%. 43%, c'est pas négligeable. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une autre patiente, appelons-la Martine, 58 ans quand je l'ai rencontrée. Son fils unique vivait à 2 rues de chez elle. C'est merveilleux, pensez-vous. Martine passait 5 jours par semaine à garder ses 2 petits-enfants. Gratuitement, évidemment. Son fils et sa belle-fille travaillaient tous les deux. Martine avait pris sa retraite anticipée pour aider la famille. Noble, admirable même. Sauf que Martine avait toujours rêvé d'apprendre la peinture à l'huile, de voyager en Italie, de rejoindre une chorale. Plus tard, se disait-elle, quand les petits seront grands. Vous connaissez la suite, plus tard n'arrive jamais. Les petits grandissent, vous vieillissez, et vos rêves meurent dans le placard de quand j'aurai le temps. Voici une question que je pose systématiquement à mes patientes dans cette situation. Si vous disparaissiez demain, votre famille pleurerait-elle qui vous êtes vraiment? Ou pleurerait-elle ce que vous faites pour eux? Silence. Toujours le même silence inconfortable dans mon cabinet. Parce que la réponse fait mal. Comprenez bien, je ne suis pas en train de vous dire d'abandonner vos enfants sur une aire d'autoroute. Je dis simplement ceci. Aimer sainement signifie établir des frontières claires. Dans le jargon de la thérapie cognitivo-comportementale, nous parlons de différenciation du soi. C'est votre capacité à rester vous-même tout en maintenant une connexion émotionnelle avec les autres. Sans cette différenciation, vous devenez un appendice de la vie des autres. Vous n'existez plus en tant que personne, mais en tant que fonction. Grand-mère qui garde, maman qui dépanne, femme qui résout les problèmes de tout le monde. Regardez les données neurologiques. Quand vous passez votre temps à répondre
aux besoins d'autrui au détriment des vôtres, votre cerveau entre dans un mode que nous appelons survie altruiste. Le cortisol, hormone du stress, reste élevé de manière chronique. Simultanément, la sérotonine et la dopamine, neurotransmetteurs du bien, être, chute. Résultat, anxiété, irritabilité, troubles du sommeil, et cette sensation terrible de vide intérieur que tant de femmes de votre génération connaissent trop bien. Mais attendez, ça devient encore plus intéressant. Une recherche publiée dans le Journal of Gerontology a suivi pendant 20 ans des femmes qui avaient choisi différents modèles de vieillissement. Certaines vivaient avec leurs enfants adultes, d'autres à proximité mais indépendamment. Un troisième groupe avait carrément déménagé, parfois même dans un autre pays, pour poursuivre leurs propres projets. Devinez quel groupe présentait les meilleurs indicateurs de santé mentale et physique. Le troisième, celles qui avaient osé se choisir. Leur système immunitaire fonctionnait mieux. Leur pression artérielle restait plus stable. Leur risque de démence diminuait. Pourquoi ? Parce qu'elles continuaient à stimuler leur neuroplasticité en vivant des expériences nouvelles, en créant des liens sociaux variés, en gardant leur cerveau actif et engagé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti cette culpabilité terrible quand vous pensez à faire quelque chose pour vous-même. Cette petite voix qui murmure « Tu es égoïste, tes enfants ont besoin de toi, tes petits-enfants comptent sur toi. » Partagez cette vidéo avec une amie qui se sacrifie trop. Laissez-moi vous parler de Catherine, 67 ans, veuve depuis 5 ans. Elle vivait dans un grand appartement parisien où elle avait élevé ses 4 enfants. Après la mort de son mari, ses enfants ont commencé à s'inquiéter. « Maman, tu es toute seule dans ce grand appartement. Viens vivre avec nous. » Au début, Catherine a résisté. Puis la pression sociale est arrivée, les voisins « Oh, quelle chance d'avoir des enfants qui s'occupent de vous !» Les amis « À ton âge, c'est rassurant de ne pas être seule. » Catherine a fini par céder. Elle a vendu son appartement et s'est installée chez sa fille aînée. 3 mois plus tard, elle était dans mon cabinet, en pleine crise existentielle. Je n'ai plus de porte qui ferme à clé. Ma fille entre sans frapper. Je dois demander la permission pour inviter une amie. Je ne peux plus écouter France Musique le matin parce que ça dérange mon gendre qui télétravaille. Je me sens comme une étrangère dans ma propre vie. Voilà ce que personne ne vous dit sur la cohabitation intergénérationnelle. Elle fonctionne quand chacun garde son territoire, son intimité, son autonomie. Sinon, elle devient une infantilisation progressive de la personne âgée. J'ai une expression que j'utilise souvent, désabgarce no es désamor. Se détacher n'est pas cesser d'aimer. C'est exactement le contraire. C'est aimer suffisamment l'autre et vous-même pour ne pas créer de dépendance toxique. Dans le modèle d'attachement sécure que nous étudions en psychologie développementale, l'amour véritable favorise l'autonomie, pas la fusion. Les parents sains encouragent leurs enfants à voler de leurs propres ailes. Pourquoi ce principe disparaîtrait-il mystérieusement quand ces mêmes parents vieillissent ? Vous savez, ce qui me frappe le plus dans ma pratique clinique, la fréquence avec laquelle les femmes de votre âge confondent proximité géographique et proximité émotionnelle. Elles pensent que vivre à 2 rues de leurs enfants garantira une relation profonde. Erreur. J'ai des patientes qui voient leurs enfants tous les jours et qui se sentent profondément seules. J'en ai d'autres qui parlent avec leurs enfants 1 fois par semaine par vidéoconférence, les enfants vivant à l'étranger, et qui se sentent intimement connectés. La différence ? La qualité de l'échange, pas la quantité de temps passé ensemble. Voici un exercice cognitif que je recommande. Prenez une feuille de papier, tracez 2 colonnes. Dans la première, listez tout ce que vous faites pour votre famille. Soyez honnête et exhaustive. Garde des petits-enfants, préparation de repas, soutien financier, conseil émotionnel, médiation dans les conflits familiaux, tout. Dans la deuxième colonne, listez ce que votre famille fait spécifiquement pour nourrir qui vous êtes en tant qu'individu, pas en tant que mère ou grand-mère, mais en tant que personne avec ses propres rêves,
passion, besoin. Comparez les deux colonnes. Si le déséquilibre est flagrant, vous avez votre diagnostic. Parlons maintenant d'argent, parce que c'est un tabou énorme. Combien de femmes de votre génération financent silencieusement leurs enfants adultes? Vous payez des vacances pour toute la famille, vous prêtez de l'argent qui ne sera jamais remboursé, vous financez des études, des voitures, des acomptes pour des appartements. Pendant ce temps, votre propre retraite fond comme neige au soleil. J'ai une patiente, appelons-la Françoise, qui à 63 ans s'est retrouvée avec un compte épargne vide après avoir aidé ses 3 enfants pendant 15 ans. Quand elle a eu besoin d'argent pour des travaux urgents dans sa maison, devinez qui n'était pas disponible pour l'aider. Ses 3 enfants, évidemment, trop occupés avec leurs propres priorités. La dure vérité, si vous conditionnez votre valeur à votre utilité financière ou pratique, vous construisez des relations basées sur la transaction, pas sur l'amour véritable. C'est du behaviorisme pur. Vous enseignez à vos enfants que maman égale distributeur automatique de ressources. Quand le distributeur est vide, l'intérêt diminue, cruel, peut être réel, absolument. Maintenant, je veux aborder quelque chose de vraiment délicat, l'illusion du sacrifice noble. Notre culture judéo-chrétienne glorifie le sacrifice maternel. La mère qui se sacrifie est une sainte. Celle qui pose des limites est égoïste. Ce narratif est profondément toxique. Dans mes travaux sur la psychologie positive et le bien-être, une conclusion émerge systématiquement. Le sacrifice chronique, sans réciprocité, détruit la santé mentale. Ce n'est pas de la vertu, c'est de l'auto-sabotage. J'ai développé ce que j'appelle l'amour rationnel. Ce n'est pas un amour froid ou calculateur. C'est un amour qui intègre la raison, qui reconnaît vos limites, qui honore vos besoins tout en respectant ceux des autres. L'amour rationnel pose des questions simples. Cette relation me nourrit-elle autant que je la nourris? Est-ce que je grandis dans cette relation ou est-ce que je rétrécis? Mes valeurs sont-elles respectées? Laissez-moi vous donner un exemple concret de ce que signifie l'amour rationnel dans le contexte familial. Monique, 59 ans, adorait ses 2 filles, mais chaque interaction la laissait épuisée. Pourquoi? Parce que ses filles la contactaient uniquement pour se plaindre de leurs problèmes ou demander des faveurs. Jamais pour demander comment allait Monique. Jamais pour célébrer une réussite de leur mère. En thérapie, nous avons travaillé sur ce que j'appelle l'établissement de frontières affectueuses. Monique a commencé à dire « Ma chérie, je t'aime énormément, mais je ne suis pas disponible pour garder les enfants ce week-end. J'ai prévu quelque chose pour moi. Au début, réaction dramatique, culpabilisation. Tu ne nous aimes plus. Classique. Mais Monique a tenu bon. Résultat, après 6 mois, ses filles ont appris à la respecter davantage. Les interactions, bien que moins fréquentes, sont devenues plus authentiques. Monique a récupéré son énergie et sa joie de vivre. Vous voyez, mes chères auditrices, la vraie question n'est pas « devrais-je m'éloigner de ma famille ?» C'est plutôt « comment puis-je construire une vie si riche, si pleine de sens, que ma famille devient une partie de mon bonheur, pas la totalité ?» Nuance importante. Regardons les données anthropologiques. Dans les sociétés traditionnelles qui affichent les meilleurs taux de bonheur chez les personnes âgées, certaines régions du Japon, certaines communautés en Sardaigne, les zones bleues étudiées par Dan Buettner, vous savez ce qu'on observe? Les aînés maintiennent de multiples cercles sociaux. Famille, oui, mais aussi amis de longue date, groupes d'activités, engagement communautaire. Ils ne mettent pas tous leurs œufs émotionnels dans le même panier familial. Leur identité ne se réduit pas à mère d'eux ou grand-mère d'eux. Ils restent des individus complets avec des passions, des contributions sociales variées, une vie intérieure riche. Pensez-y. Quand toute votre identité repose sur votre rôle familial, que se passe-t-il quand vos enfants n'ont plus besoin de vous?
effondrement identitaire. C'est ce que nous appelons le syndrome du nid vide multiplié par 10. J'ai vu des femmes sombrer dans des dépressions sévères après que leur dernier petit-enfant ait grandi et n'ait plus besoin de garde. Leur raison d'être avait disparu. Tragique et totalement évitable. Voici une autre histoire clinique. Isabelle, 64 ans, professeure de littérature à la retraite, divorcée depuis 20 ans, 2 fils adultes. Quand elle est venue me voir, elle était au bout du rouleau. « Docteur André, j'ai l'impression d'avoir raté ma vie. J'ai élevé mes fils seuls. Je leur ai tout donné. Maintenant, ils vivent leur vie. L'un est à Singapour, l'autre à Lyon. Je les vois 2 fois par an. Je me sens inutile. Nous avons travaillé pendant plusieurs mois sur la reconstruction de son identité au-delà du rôle maternel. Isabelle a rejoint un club de lecture. Elle a commencé à écrire ce roman qu'elle remettait à plus tard, depuis 30 ans. Elle s'est inscrite à des cours de tango. Lentement, elle a redécouvert qui elle était avant de devenir mère et qui elle pouvait devenir maintenant. 2 ans plus tard, Isabelle rayonnait. Ses fils remarquaient le changement. « Maman, tu as l'air tellement heureuse maintenant. » Ironiquement, leur relation s'était améliorée. Pourquoi ? Parce qu'Isabelle ne projetait plus sur eux ses besoins non satisfaits, elle ne leur en voulait plus inconsciemment de vivre leur vie, elle avait la sienne. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur la construction d'une vie épanouie après 50 ans. Commentez en me racontant votre propre expérience de redécouverte de vous-même. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce, la solitude. Mais docteur André, me disent souvent mes patientes, si je ne compte pas sur ma famille, je vais finir seule. Écoutez bien, solitude et isolement ne sont pas synonymes. Vous pouvez être entouré de famille et vous sentir terriblement seul, c'est ce qu'on appelle la solitude existentielle. Inversement, vous pouvez vivre seul et avoir une vie sociale riche et épanouissante. Les recherches en psychologie sociale sont claires là-dessus. La qualité des connexions sociales compte infiniment plus que leur nombre ou leur proximité biologique. Une amie avec qui vous partagez vraiment, avec qui vous pouvez être vulnérable, qui s'intéresse à vous pour qui vous êtes, vaut 100 interactions superficielles avec des membres de la famille qui ne vous voient que comme une fonction. J'encourage activement mes patientes à diversifier leurs investissements relationnels. Pensez-y comme un portefeuille financier. Vous ne mettriez jamais tout votre argent dans une seule action, même si c'est l'action de votre propre enfant. C'est trop risqué. Pareil pour vos investissements émotionnels. Cultivez des amitiés profondes. Rejoignez des communautés basées sur vos intérêts. Engagez-vous dans des causes qui vous tiennent à cœur. Créez un réseau de soutien multidimensionnel. Marie-Claude est un excellent exemple. 61 ans, 3 enfants qui vivent tous à plus de 500 kilomètres. Au lieu de se lamenter, Marie-Claude a créé ce qu'elle appelle sa famille choisie. Un groupe de 7 femmes de son âge qui se sont rencontrées dans un cours d'aquarelle. Elles se voient chaque semaine, voyagent ensemble 2 fois par an, s'appellent quand elles ont besoin de soutien. Ces femmes se connaissent mieux que certaines sœurs biologiques. Elles ont choisi consciemment de s'investir les unes dans les autres. Résultat, Marie-Claude ne se sent jamais seule, même si ses enfants ne la contactent qu'occasionnellement. Voici un biais cognitif très répandu que je dois déconstruire, l'illusion que le sang est automatiquement plus fort que l'eau. C'est biologiquement ancré, certes. L'évolution nous a câblés pour favoriser nos descendants génétiques. Mais nous ne sommes pas des esclaves de notre biologie. Nous avons un cortex préfrontal qui nous permet de faire des choix conscients. Si une relation familiale est toxique, vous épuise, ne vous respecte pas, vous avez non seulement le droit, mais le devoir envers vous-même de créer de la distance. Parlons toxicité familiale parce que c'est un sujet que beaucoup évitent. Pas toutes les familles sont aimantes, pas tous les enfants sont reconnaissants. Certaines dynamiques familiales sont franchement nocives.
J'ai des patientes dont les enfants adultes sont narcissiques, manipulateurs, verbalement abusifs. Ces femmes viennent me voir en pleurant. Mais c'est mon fils, docteur. C'est mon sang. Je ne peux pas couper les ponts. Vraiment? Pourquoi pas? Si cette personne n'était pas votre enfant, si c'était un ami qui vous traite de cette façon, resteriez-vous dans cette relation? Non. Alors, pourquoi le lien biologique vous obligerait-il à tolérer l'intolérable? J'utilise souvent cette métaphore avec mes patientes. Si vous avez une gangrène au pied, vous amputez pour sauver la jambe. C'est douloureux mais nécessaire pour votre survie. Certaines relations familiales sont gangrenées. Couper le contact ou au minimum créer une distance significative n'est pas un échec moral, c'est de l'autopréservation légitime. Bien sûr, cette décision ne doit jamais être prise à la légère, c'est un processus qui nécessite souvent un accompagnement thérapeutique. Mais il faut sortir de cette culpabilité paralysante qui maintient tant de femmes dans des situations destructrices au nom du devoir familial. Revenons aux alternatives constructives. Si la famille nucléaire n'est pas toujours la meilleure option pour vieillir, quelles sont les autres possibilités? Premièrement, le concept de cohabitation choisie. De plus en plus de femmes de votre génération se regroupent pour vivre ensemble, pas en institution, mais dans des habitats partagés. Chacune son appartement ou son espace privé, mais des espaces communs pour socialiser, manger ensemble, s'entraider. C'est le modèle du co-housing qui se développe en Scandinavie et commence à apparaître en France. Les données sur ces communautés sont remarquables. Les résidents rapportent des niveaux de satisfaction vitale équivalents ou supérieurs à ceux des personnes vivant en famille élargie, avec beaucoup moins de stress relationnel. Pourquoi? Parce que ce sont des relations choisies entre adultes autonomes, basées sur le respect mutuel et des valeurs partagées, pas sur des obligations biologiques et des rôles figés. Deuxièmement, l'habitat intergénérationnel non familial. Des projets où des personnes âgées vivent à proximité d'étudiants ou de jeunes familles, avec des échanges de services, mais dans le respect de l'autonomie de chacun. L'aîné offre peut être quelques heures de garde d'enfants par semaine en échange d'aide pour les courses ou l'informatique, mais c'est contractuel, clair, limité. Pas cette disponibilité totale et épuisante qu'on attend souvent des grands-parents. Troisièmement, et cela va peut-être vous surprendre, vivre seul peut être une excellente option si vous cultivez activement votre vie sociale et communautaire. Solitude ne signifie pas isolement, je le répète. Avec les technologies actuelles, vous pouvez maintenir des connexions riches avec des amis dispersés géographiquement. Vous pouvez sortir, participer, contribuer à votre communauté. Vivre seul signifie contrôler votre espace, votre temps, votre énergie. Pour certaines femmes qui ont passé 50 ans à prendre soin des autres, c'est un luxe libérateur. Geneviève en est le parfait exemple. 68 ans, veuve, ses 2 enfants vivent à l'étranger. Elle a choisi délibérément de rester dans son appartement parisien. Elle prend des cours à l'université du 3e âge. Elle fait du bénévolat dans une association d'alphabétisation. Elle a une vie culturelle intense, théâtre, concerts, expositions. Elle voit ses amis plusieurs fois par semaine. Elle parle avec ses enfants par visioconférence régulièrement. Elle leur rend visite 2 fois par an. Ils viennent la voir 2 fois par an. Relations excellentes précisément parce qu'elles ne sont pas étouffantes. Geneviève me dit « Je suis seule mais jamais solitaire. Je suis libre et c'est merveilleux ». Voici un exercice de visualisation que je recommande. Fermez les yeux, imaginez-vous dans 10 ans, vous avez 75 ans, visualisez la meilleure version possible de votre vie. Où vivez-vous? Avec qui? Comment occupez-vous vos journées? Quelles activités vous donnent de la joie? Qui sont les personnes dans votre vie? Maintenant, soyez honnête. Dans cette vision optimale, vos enfants et petits-enfants y jouent quel rôle? Une partie importante mais équilibrée de votre vie? Ou toute votre vie?
Si c'est le deuxième cas, je vous encourage fortement à réévaluer. Discutons maintenant d'un aspect crucial, la préparation financière de votre autonomie. Trop de femmes de votre génération ont négligé leur indépendance financière, comptant sur leur mari d'abord, puis espérant que leurs enfants s'occuperont d'elles. Stratégie risquée. Les divorces tardifs augmentent. La mortalité masculine précoce est une réalité statistique. Et compter financièrement sur vos enfants vous place dans une position de dépendance qui érode votre dignité. Si vous voulez vieillir de manière autonome, vous devez sécuriser votre situation financière maintenant. Épargne, investissement prudent, planification de la retraite, assurance dépendance. Ces sujets ennuyeux sont en réalité les fondations de votre liberté future. Une patiente me disait « J'ai donné tellement d'argent à mes enfants que maintenant je n'ai pas de quoi payer une aide à domicile. » Résultat, elle dépend de ces mêmes enfants qui la considèrent comme un fardeau. Cercle vicieux, l'autonomie financière vous donne le pouvoir de choisir. Vous pouvez vous payer une aide si nécessaire. Vous pouvez vivre où vous voulez. Vous pouvez refuser des situations inconfortables. Vous n'êtes pas à la merci de la bonne volonté familiale qui peut fluctuer selon les circonstances. Abordons maintenant la question délicate de la santé et de la dépendance future. Mais docteur André, si je tombe malade, si je deviens dépendante, qui va s'occuper de moi si pas ma famille? Question légitime. Réponse réaliste. Probablement des professionnels, que vous viviez près de votre famille ou non. Les soins aux personnes âgées dépendantes sont exigeants, techniquement complexes, épuisants. Peu de familles modernes ont les ressources, temps, compétences, énergie pour assumer cela pleinement. La plupart font appel à des aides professionnelles de toute façon. La vraie question est, voulez-vous que vos enfants vous voient dans vos moments les plus vulnérables? Voulez-vous qu'ils changent vos couches, vous nourrissent à la cuillère? Pour certaines personnes, oui, c'est acceptable, pour d'autres, non, et c'est tout aussi valide. Il n'y a pas de réponse universelle. Mais planifier pour une autonomie maximale le plus longtemps possible, par la santé préventive, l'exercice, la stimulation cognitive, vous donne plus d'options. D'ailleurs, les études gérontologiques montrent que les personnes qui restent socialement actives et intellectuellement engagées retardent significativement la dépendance. Votre meilleure assurance contre la perte d'autonomie n'est pas la proximité familiale, c'est votre propre engagement dans une vie riche et stimulante. Parlons aussi de la mort, parce qu'il faut bien, beaucoup de femmes craignent de mourir seules si elles ne restent pas accrochées à leur famille. Écoutez, nous mourrons tous, et la présence physique au moment exact de la mort est imprévisible. Ce qui compte vraiment, c'est d'avoir vécu une vie pleine, d'avoir créé du sens, d'avoir aimé et été aimé authentiquement. Une patiente me disait « Je préférerais mourir entourée d'amis qui me connaissent vraiment plutôt que d'enfants obligés d'être là par devoir. Perspective courageuse et valide. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de vous encourager à couper les ponts avec votre famille sur un coup de tête. Les relations familiales, quand elles fonctionnent bien, sont précieuses. Voir grandir vos petits-enfants peut être une joie immense. Partager des moments avec vos enfants adultes peut être profondément satisfaisant. Le problème survient quand ces relations deviennent déséquilibrées, quand le don est à sens unique, quand vous vous perdez dans le processus. L'amour sain, ce que j'appelle l'amour rationnel, requiert de l'équilibre. Il requiert que vous restiez un sujet, pas seulement un objet au service des autres. Il demande du respect mutuel. Si ces éléments sont présents dans vos relations familiales, magnifiques, cultivez-les. S'ils sont absents, vous avez le droit de réorganiser vos priorités. Une chose que j'observe constamment, les femmes qui osent poser des limites claires avec leur famille finissent souvent par améliorer ces relations. Pourquoi? Parce qu'elles enseignent aux autres comment les traiter. Elles modélisent le respect de soi. Leurs enfants, même s'ils protestent au début, finissent par comprendre et respecter ces limites. Les relations deviennent plus adultes, moins infantilisantes. Pensez aussi à l'exemple que vous donnez à vos propres filles.
Si vous vous sacrifiez constamment, quel message envoyez-vous? Que la valeur d'une femme réside dans son abnégation, que ses besoins comptent moins que ceux des autres, c'est un héritage toxique à transmettre. Inversement, si vous modelez une vie riche, autonome, pleine de passion et d'amitié, vous enseignez à vos filles qu'elles aussi peuvent aspirer à cela. Vous brisez le cycle du sacrifice maternel toxique. J'ai travaillé avec une femme exceptionnelle, appelons-la Eliane, 65 ans, brillante architecte à la retraite. Elle avait 2 filles qui attendaient d'elle, qu'elle soit la grand-mère parfaite à temps plein. Eliane a refusé. Elle a continué à travailler comme consultante. Elle a commencé à voyager extensivement. Ses filles étaient furieuses au début. « Tu es égoïste, tu ne t'intéresses pas à tes petits-enfants. » Eliane a tenu bon. « Je vous aime toutes, disait-elle, mais j'ai aussi le droit de vivre ma vie. » 5 ans plus tard, une de ses filles lui a dit « Maman, merci. Tu m'as appris que je n'ai pas à me perdre moi-même en devenant mère. » Eliane avait brisé une chaîne générationnelle de sacrifices féminins. Voici une vérité que personne ne vous dira. Vos enfants adultes sont capables de gérer leur vie sans vous, vraiment. Ils peuvent trouver des solutions de garde, ils peuvent cuisiner leurs propres repas, ils peuvent résoudre leurs propres problèmes. Votre disponibilité constante ne les aide pas, elle les infantilise. Vous leur rendez service en les laissant développer leur pleine autonomie. Et si votre relation avec vos enfants ne peut survivre qu'à condition que vous soyez constamment utile, alors c'est pas vraiment une relation, c'est une transaction. Et vous méritez mieux qu'une transaction. Vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, pas pour ce que vous faites. Réfléchissez à cette question troublante. Combien de vos interactions familiales actuelles survivraient si vous cessiez d'être utile, si vous ne gardiez plus les enfants, si vous ne cuisiniez plus les repas du dimanche, si vous ne donniez plus d'argent? Soyez brutalement honnête. Si la réponse vous effraie, vous avez identifié le problème. Maintenant, construisons ensemble des solutions concrètes. Première étape, clarifiez vos valeurs personnelles. Pas les valeurs qu'on vous a inculquées, pas ce que la société attend de vous, mais vos valeurs authentiques. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie? Pour certaines, c'est la créativité. Pour d'autres, l'apprentissage continu. Pour d'autres encore, les voyages, la nature, l'engagement social. Identifiez vos vraies valeurs. Puis regardez comment vous passez votre temps actuellement. Alignement ou décalage. Si c'est un décalage majeur, vous savez ce qu'il faut changer. Deuxième étape, établissez des frontières progressives. Ne changez pas, tout d'un coup, ça créerait trop de résistance. Commencez petit. Cette semaine, je ne suis pas disponible mercredi pour garder les enfants. Observez la réaction, tenez bon malgré la résistance, puis étendez graduellement. À partir de maintenant, je garde les enfants 1 jour par semaine maximum, pas plus. Chaque frontière que vous établissez et maintenez renforce votre sentiment d'autonomie. Troisième étape, investissez dans vos propres projets. Prenez ce cours que vous reportez depuis des années. Rejoignez ce club qui vous intéresse, planifiez ce voyage que vous rêvez de faire. Allouez du temps et de l'argent à vos passions. Au début, la culpabilité sera intense. C'est normal, vous reconditionnez des décennies de programmation. Mais persistez. La culpabilité diminuera et la joie augmentera. Quatrième étape, cultivez des amitiés profondes. Les amitiés féminines à votre âge peuvent être d'une richesse extraordinaire. Investissez du temps dans ces relations, soyez vulnérables, partagez authentiquement. Ces amitiés peuvent devenir aussi, sinon plus, importantes que les liens familiaux. Cinquième étape, recadrez votre narratif interne. Arrêtez de vous dire « je suis une mauvaise mère, grand-mère si je pose des limites ». Dites-vous plutôt « je suis une femme qui respecte ses besoins tout en aimant sa famille ». Ce recadrage cognitif est essentiel. Vos pensées créent vos émotions qui influencent vos comportements. Changez
le narratif, vous changerez votre vie. Commentez en me disant quelle étape vous semble la plus difficile à mettre en œuvre. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin d'entendre ce message. Abordons maintenant les objections classiques que j'entends. Mais docteur André, la culture hispanique, méditerranéenne, valorise la famille élargie. Je vais être jugé si je m'éloigne. Oui, vous serez probablement jugé. Et alors, les opinions des autres ne paient pas vos factures, ne vivent pas votre vie, ne portent pas vos fardeaux. Leur jugement est leur problème, pas le vôtre. Vous pouvez être respectueuse de votre culture tout en créant votre propre chemin. Les cultures évoluent. Vous pouvez être l'évolution, mais mes petits-enfants ont besoin de moi. Vraiment ? Ou est-ce vous qui avez besoin de sentir que vous êtes indispensable ? Soyons clairs, les enfants bénéficient de relations avec leurs grands-parents, mais des relations de qualité, pas de quantité. Voir grand-mère 2 fois par mois pour des moments vraiment présents et joyeux vaut mieux que la voir quotidiennement quand elle est épuisée et ressentie. Mais la solitude des personnes âgées est une épidémie. Absolument vrai. Mais la solitude n'est pas causée par la distance géographique avec la famille. Elle est causée par le manque de connexion sociale significative. Vous pouvez vivre à côté de vos enfants et être terriblement seul, ou vivre seul et avoir une vie sociale épanouissante. La solution à la solitude n'est pas la proximité familiale forcée, c'est la construction active d'un réseau social diversifié. Voici une donnée fascinante. Les personnes âgées les plus heureuses, selon les recherches longitudinales, sont celles qui ont des objectifs personnels au-delà de leur famille. Un projet créatif, un engagement bénévole, un apprentissage continu, leur identité ne se résume pas à parents d'eux ou grands-parents d'eux. Ils restent des agents actifs de leur propre vie. Pensez à ces femmes extraordinaires que nous admirons, artistes, écrivaines, scientifiques, qui ont continué à créer et contribuer jusqu'à leurs derniers jours. Elles n'ont pas passé leur vieillesse à uniquement servir leur famille. Elles ont suivi leur passion. Et devinez quoi ? Leur famille les respectait d'autant plus pour ça. Maintenant, soyons pratiques. Comment concrètement réorganiser votre vie si vous avez passé des années dans le rôle de grand-mère, mère, omnidisponible? Premièrement, communiquez clairement vos nouvelles limites. Appelez vos enfants. Expliquez calmement mais fermement. Je vous aime énormément, mais j'ai besoin de réorganiser mon temps pour faire des choses qui me nourrissent. Voici ma nouvelle disponibilité. Attendez-vous à des résistances. Restez ferme. Deuxièmement, remplissez votre temps libéré avec des activités significatives immédiatement. Ne laissez pas de vide, sinon la culpabilité vous rattrapera. Inscrivez-vous à des cours, rejoignez des groupes, planifiez des voyages, créez une vie si intéressante que vous n'ayez pas le temps de ruminer. Troisièmement, trouvez du soutien, un thérapeute, un groupe de soutien, des amis qui traversent la même transition. Vous aurez besoin d'encouragement et de validation pendant cette période de changement. Quatrièmement, soyez patiente avec vous-même. Des décennies de conditionnement ne se défont pas en quelques semaines. Vous aurez des rechutes, des moments de culpabilité intenses, des retours temporaires au vieux schéma. C'est normal, le changement est un processus, pas un événement unique. Je vais vous raconter l'histoire de Lucienne qui illustre magnifiquement cette transformation. 63 ans, 3 enfants, 7 petits-enfants. Pendant 15 ans, après sa retraite, sa vie tournait autour de sa famille. Garde quotidienne des petits-enfants, repas hebdomadaires pour toute la tribu, disponibilité totale pour chaque crise familiale. Elle était épuisée, déprimée, mais c'est mon devoir, disait-elle. Un jour, elle a fait un malaise vagal pendant qu'elle préparait un repas pour 20 personnes. L'hôpital, les examens, verdict, épuisement chronique, tension artérielle dangereusement élevée, début de dépression sévère. Le médecin lui a dit brutalement «
Madame, vous devez changer de vie ou vous allez y laisser votre santé définitivement. Ça a été le déclic. Lucienne est venue me voir. Nous avons travaillé ensemble pendant 1 an. Progressivement, elle a reconstruit sa vie. Elle a réduit la garde des petits-enfants à 2 demi-journées par semaine. Elle a annoncé que les repas familiaux seraient désormais mensuels, pas hebdomadaires, et que les autres devaient contribuer à la préparation. Elle a rejoint un club de randonnée. Elle a commencé à apprendre l'italien, langue qu'elle adorait depuis toujours. Ses enfants ont protesté « Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne nous aimes plus ?» Elle a répondu avec une phrase que je trouve magnifique « Je vous aime toujours autant. » Mais j'ai découvert que je m'aime aussi et nous devons tous apprendre à coexister avec cette nouvelle réalité. 2 ans plus tard, Lucienne rayonne. Sa santé s'est améliorée spectaculairement. Ses relations familiales, après une période d'ajustement difficile, sont maintenant plus authentiques. Ses enfants ont appris à se débrouiller. Ils respectent ses limites. Et, bonus inattendu, ses petits-enfants apprécient davantage les moments avec elle parce qu'elle est présente et joyeuse, pas épuisée et résignée. Voilà ce qui se passe quand vous osez vous choisir. Tout le monde s'adapte. Les systèmes familiaux sont étonnamment résilients. Ils trouvent un nouvel équilibre. Mais vous devez initier le changement. Maintenant, parlons de l'héritage que vous voulez laisser. Pas l'héritage matériel, l'héritage émotionnel et psychologique. Que voulez-vous que vos enfants et petits-enfants retiennent de vous? Elle s'est sacrifiée toute sa vie pour nous? Ou elle nous a montré comment vivre pleinement, avec passion et intégrité? Le deuxième héritage est infiniment plus précieux. En montrant à vos descendants que vous vous respectez, que vous avez des limites saines, que vous pouvez dire non avec amour, vous leur enseignez des compétences vitales, vous leur montrez qu'aimer ne signifie pas se perdre, que la générosité a des limites raisonnables, que chacun est responsable de sa propre vie. C'est un cadeau inestimable. Je pense aussi aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, par choix ou par circonstance. Elles sont souvent complètement absentes de ces discussions sur le vieillissement, comme si leur vie avait moins de valeur. Absurde. Ces femmes ont souvent construit des vies riches en relations choisies, en contributions professionnelles ou communautaires, en liberté d'exploration. Elles ne sont pas moins qu'eux parce qu'elles n'ont pas procréé. Elles ont simplement un chemin différent, souvent avec moins de complications relationnelles dans leurs vieux jours. Revenons à vous, mes chères auditrices, qui avez des enfants. Voici un test simple. Imaginez que demain vous gagnez à la loterie. Assez d'argent pour vivre confortablement où vous voulez, faire ce que vous voulez. Où iriez-vous? Que feriez-vous? Si votre réponse immédiate n'est pas « rester exactement où je suis, faire exactement ce que je fais », alors vous avez identifié un problème. Vous vivez la vie que vous pensez devoir vivre, pas celle que vous voulez vraiment vivre. La bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin de gagner à la loterie pour commencer à vivre plus authentiquement. Vous pouvez faire de petits ajustements maintenant. Chaque jour, demandez-vous « qu'est-ce que je fais aujourd'hui par obligation versus par choix véritable ?» Puis réduisez progressivement les obligations qui ne vous nourrissent pas. Parlons aussi du concept de legs émotionnel. Qu'est-ce que vous voulez transmettre comme valeur, comme sagesse, comme inspiration? Vous ne pouvez pas transmettre quelque chose que vous ne possédez pas. Si vous êtes épuisé et résigné, c'est ce que vous transmettez. Si vous êtes vivante et épanouie, vous transmettez ça. Choisissez consciemment. J'ai une patiente, Mireille, 69 ans, qui a créé ce qu'elle appelle son journal de sagesse. Elle y écrit les leçons de sa vie, ses réflexions, ses conseils. Elle le lira à ses petits-enfants quand ils seront adultes. C'est son héritage émotionnel, intentionnel. Elle y parle de ses erreurs, de ses regrets, notamment d'avoir attendu trop longtemps pour vivre pour elle-même. Elle espère que ses petits-enfants apprendront de ses erreurs. Voici une autre vérité difficile. Vos enfants ne vous doivent rien, vraiment. Vous avez choisi de les avoir dans la plupart des cas. Ils n'ont pas demandé à naître. Élever vos enfants était votre responsabilité.
pas un investissement dont vous pouvez maintenant réclamer des dividendes. Cette perspective peut sembler dure, mais elle est libératrice. Elle vous libère de l'attente et du ressentiment